que je vais vous proposer dans cette présentation, c'est des questions. Merci pour ta présentation sur la force des questions. C'est pouvoir trouver des réponses, c'est parce que nous posons les bonnes questions. Et voilà, j'ai envie de vous en partager quelques-unes. Et l'approche paradoxale comme une approche qui est en fait quelque chose qui va être fructueux pour construire le devenir. Alors, je veux bien que... Voilà. Donc, le thème, c'est l'entreprise sociale. Votre question, c'est comment concilier but lucratif et bénéfice social. Et il m'est venu, quand j'ai préparé cette intervention, 3 questions. Est-ce une contradiction? Est-ce un paradoxe? Est-ce l'infini des possibles? Et je vais vous proposer, en fait, au cours de cette présentation, d'explorer ces 3 questions. Alors, j'ai eu envie de poser aussi cette réflexion dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, toutes les entreprises et toute la société, même le monde entier se trouve avec la crise de la Covid. Ce qui est intéressant, c'est voir en fait comment l'humanité se positionne dans ce qui se passe dans l'ensemble de l'écosystème. Et si je reprends tous les exemples en fait de nouvelles entreprises qui se créent. D'ailleurs, quand on dit comment concilier ces deux mondes, social et économique, moi j'avais marqué comment réconcilier. Et on peut regarder aujourd'hui avec la crise nombre de personnes qui sont parties avec la crise du Covid dans d'autres formes d'entrepreneuriat. Et donc, il y a vraiment un mouvement qui se passe aussi avec les jeunes générations. Ceci dit, depuis très longtemps, beaucoup d'entreprises sont désireuses de devenir des entreprises à mission. Et on voit que le sujet n'est pas toujours aussi évident. Et du coup, comment ne pas se faire rattraper par la dimension économique quand on est parti dans une vocation plus sociale, et comment retrouver l'humilité, puisque le contexte bouge, les mouvements, ce qui se passe même dans la planète nous pose des questions et nous redemande constamment d'être en questionnement pour pouvoir trouver de nouveaux leviers pour relever les défis. Bien. Donc, je vais vous proposer du coup de nous repositionner par rapport à ce que fait la nature. Puisque si je reprends le thème de la Covid, c'est un virus. Et donc, un virus, c'est un brin d'ARN. Et ce brin d'ARN, depuis mars l'an dernier, voire même décembre, met vraiment en danger l'humanité. Et paradoxalement, ce qui est apparu, c'est que le fait que l'humanité, donc l'espèce humanité, se confine, ça a permis de préserver les autres espèces vivantes et la planète. Et ça, c'est aussi intéressant de reposer tout le questionnement autour de la place aussi de l'entreprise, de l'humanité et donc de l'entreprise pour aller vers une dimension plus sociale, je dirais même voire sociétale. Je veux bien qu'on passe à la... Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est d'être dans un positionnement où l'humanité est une partie du tout. Et je vais, au fil de ma présentation, vous poser des questions. Bien évidemment, l'idée, c'est de les noter. On n'a pas l'occasion de pouvoir y répondre maintenant, mais je pense que vous aurez l'occasion, dans le cadre du network après, de pouvoir partager. Et donc, quels enseignements pour les dirigeants de ce positionnement de l'humanité dans l'écosystème complet, voilà, peut vous inspirer dans vos réflexions sur l'entreprise sociale. Alors, moi, j'ai envie de vous inspirer pendant ces 10 minutes en humilité. Puisque si je considère que je suis moi-même dans l'écosystème, alors j'ai des réponses à aussi obtenir de ce que me dit le système global. Donc, pour moi, préparer l'avenir en reposant l'éthique à un niveau mondial et aussi être à l'écoute, être sensible à ce que la nature et la planète nous demandent, c'est aussi un levier, un éclairage qui peut être intéressant pour
pour aller vers l'entreprise sociale. Alors, ma première question tout à l'heure, c'était une contradiction. Alors, je vous ai proposé, j'ai envie de vous proposer en fait deux métaphores qui sont plus que des métaphores, puisque c'est ce que les lois du vivant nous enseignent, que ce soit dans le domaine de l'univers ou que ce soit dans le domaine plus je dirais, biologique. Vous voyez une image en fait d'un trou noir. C'est des phénomènes qui s'observent dans l'univers et qui en fait sont, il doit y avoir plein d'ingénieurs dans la salle peut-être, qui sont en fait des endroits où la matière est absorbée. C'est-à-dire qu'il y a un chaos qui se crée et toute la matière est absorbée. Une autre métaphore, c'est la métaphore de la chrysalide. La chrysalide, c'est plus une chenille et c'est pas encore un papier. Et donc, c'est vraiment le moment de la bouillie de chenille. C'est un terme de Danielle Harmony, qui est fondatrice d'International Mosaïque. Et dans cette chrysalide, en fait, pourquoi une bouillie de chenille? Parce que c'est un chaos qui est en train de se passer. Et dans ce chaos, il y a un combat entre les cellules de la chenille et les cellules imaginales du papillon. Et donc, tant que le nombre de cellules imaginales du papillon ne sont pas suffisamment nombreuses, ne se développent pas suffisamment, le papillon ne peut pas naître. Et en fait, ce trou noir, j'imagine que dans la question de l'entreprise et dans la contradiction économique et sociale, j'imagine qu'il y a des moments de confusion. On ne sait pas par où passer. Ça pose de nombreuses questions. Et ce chaos, je dirais, dans la réflexion. On ne vous entend plus. Si. Vous m'entendez? C'est bon. Enfin, je m'approche un peu. Et donc, ce chaos, c'est vraiment comme un trou noir à traverser. Simplement, ce qui est intéressant dans la phase de ce chaos, c'est que ce chaos est indispensable pour aller vers du nouveau. Puisque la métamorphose, l'innovation, ce qu'on appelle aussi des changements de paradigme, ils vont se passer à partir du moment où il y a eu ce chaos. Et quand tu disais qu'il est urgent de prendre le temps, voilà, moi, ma baseline, c'est qu'il est urgent d'aller doucement pour pouvoir faire des vraies transformations, des vraies métamorphoses et aller dans l'innovation. Donc, le principe d'homéostasie, qui demande à tout système vivant d'être dans un équilibre pour pouvoir aller dans un nouvel équilibre, c'est vraiment un allié du vivant. Donc, prendre le temps de la maturation des choses, ben, c'est aussi peut-être dans cette agora une occasion pour vous de le faire. Alors, après la question de la contradiction, j'amène le paradoxe. Est-ce un paradoxe? Alors, un paradoxe, pourquoi le paradoxe est-il créateur du futur? Bien parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, on voit avec les trous noirs, il y a aussi des trous blancs. Et c'est d'ailleurs troublant, tous ces termes-là. Et que de ce trouble, si je prends le paradoxe comme le fait que social et économique, c'est la même chose, puisque l'économie permet à l'humanité aussi de pouvoir vivre. Et le social aussi permet aux entreprises de servir l'humanité dans le sens noble du terme, dans le fait que les personnes puissent s'épanouir, puissent se réaliser. Et donc, ça pose en fait pour moi la question de quelle nouvelle éthique pour les dirigeants de demain. Et on voit plein d'exemples aujourd'hui dans toutes les générations et dans les générations futures. Et je sais que depuis 25 ans que j'accompagne les dirigeants, cette notion sociale a toujours existé, sauf que le contexte ne permettait pas toujours de pouvoir aller jusqu'à cette dimension-là. Et donc, ce que je vous propose, c'est que si vous accueillez en fait et la notion lucrative et la notion sociale comme un creuset en fait de création du futur, alors il est possible de faire vraiment un pas cosmique ensemble pour aller dans un futur qui va aussi convenir aux générations futures. Je veux bien qu'on passe à la question d'après. Donc là,
je vais vous proposer de réfléchir. Pour vous, l'innovation sociale, ça serait quoi? Comment vous auriez envie d'avancer sur cette question-là? D'ailleurs, au-delà de l'innovation sociale, on pourrait aussi parler de l'innovation relationnelle. Et, parce que les relations sont aussi des creusets d'innovation. Alors, pour avancer sur ce thème, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de pouvoir concevoir toute cette dimension et toute la question que vous vous posez dans l'environnement, la planète Terre, et aussi tout ce que le vivant nous apprend et peut nous donner comme réflexion. Et je vois un petit message, l'innovation sociale, c'est recréer la confiance, c'est relié à ça, et c'est relié à avoir confiance aussi en l'avenir. Et donc, ce petit schéma que je vous propose, c'est que généralement, on a posé depuis quand même pas mal d'années les entreprises dans la dimension économique, les associations plutôt dans la dimension sociale, les institutions avec l'ensemble des programmes, je dirais, politiques en fonction des avancées. Normalement, ils devraient être en charge de l'ensemble de ces sujets, et ils le sont aussi. Et ce qui est intéressant dans ce que j'ai posé, c'est de regarder que dans une entreprise, ça n'est pas que l'économie qui compte. Beaucoup de dirigeants, et je pense que dans la salle, vous êtes ce type de dirigeant aussi, où le fait d'accompagner les hommes et les femmes de vos organisations, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc, cette partie sociale existe. Et si je prends dans les associations, j'ai eu l'occasion dans ma carrière d'accompagner des associations qui venaient chercher, en fait, dans l'accompagnement du changement, le fait de structurer des associations, leurs associations aussi en utilisant les compétences des entreprises. Et si je mets une dernière partie, et ce qui est pour moi dans la réflexion une ouverture et qui me tient à cœur, c'est vraiment la notion de l'éducation et de la pédagogie. C'est-à-dire comment, pour pouvoir relier les deux, il est possible d'assurer la pérennité, mais aussi d'être dans des prospectives par rapport à ce que le monde de demain va être et comment relier ces deux mondes dans l'espace du futur. Et le fait de parler de la transmission, ça pose un thème qui est pour moi aussi une clé. Peut-être qui peut répondre à des questions. En tous les cas, je vous invite à y réfléchir. C'est la notion de l'interculturel. Comment transformer les entreprises, comment aller dans cette conciliation des deux mondes en reliant autant la partie des jeunes cultures, c'est-à-dire leurs désirs, ce à quoi ils aspirent, tout en s'appuyant sur l'histoire et les mythes fondateurs de vos organisations. Et la pédagogie, pour moi, est vraiment importante. Alors maintenant, comment anticiper les mouvements sociétaux de fond, les intégrer dans l'élaboration de votre projet stratégique et éthique? J'avais posé quelques lunettes, l'infini des possibles. Il me manque un bout dans mon diapo. J'avais posé en fait une réflexion sur l'infini des possibles. L'infini des possibles, c'est vraiment de pouvoir regarder comment dans votre organisation les parties sociales fonctionnent, comment dans votre entreprise la partie économique fonctionne. Et l'idée, c'est de changer de regard, de changer de lunettes, de changer de paradigme. Et je pense que en vous posant la question du dedans, tout ce qui se passe au niveau social va pouvoir enrichir ce qui se passe au niveau économique, et tout ce qui se passe au niveau économique va pouvoir enrichir ce qui est au niveau social. Et donc, si on repose l'ensemble de cette question dans tous les mouvements sociétaux, il est possible de pouvoir relier avec ces trois questions
La première question, je pense qu'on est en train de... La première question, c'est vraiment de penser global. Comment tenir compte de tout ce qui se passe dans l'environnement? Comment vous êtes dans une écoute sensible de tous les mouvements de fond? La deuxième question, c'est comment utiliser en fait les questions, le paradoxe est passé du ou au et. Et enfin, c'est comment reformuler la vocation, comment la renouveler pour inspirer vraiment l'ensemble du capital humain et bien évidemment créer l'impact sociétal désiré dans le monde. Et peut-être qu'à la fin de cette présentation, il y a quelques questions que j'aurais envie de vous poser. Est-ce que, voilà, vous êtes dans un... Merci pour ces schémas. Voilà, c'était le schéma qui permet d'être dans l'infini des possibles avec toute cette circulation qui peut se faire au niveau social et au niveau économique, aussi bien en termes d'atouts que de désirs, que de besoins, pour pouvoir nourrir cet infini des possibles. Merci Amélie de m'avoir remis cette diapo. Et donc, quelques questions. Du coup, quel est le niveau de connaissance de mon écosystème? Quel est le paradoxe dans lequel je navigue en ce moment? Est-ce que je suis dans un trou noir? Dans un trou blanc? Quelles sont les forces et les fragilités au sein de mon entreprise au niveau social et économique? Et aussi, il y a une question de synchronicité. Est-ce le bon moment pour moi, en tant que dirigeante, de trouver un nouveau souffle, une nouvelle inspiration pour renouveler la vocation de votre entreprise? Et j'ai envie de vous proposer de poser là maintenant les questions qui vous viennent suite à cette présentation. Je vous laisse quelques secondes pour les poser. Alors, il y a déjà des questions qui sont arrivées sur le chat. Si ça te va, Sylvie, j'ai commencé à te les donner. Hélène Guerrero qui dit... Oui. Ah, pardon. Vas-y, je le dirai à la fin de mon intervention. Hélène Guerrero qui te demande, changer de paradigme, est-ce que c'est pas passer du comment au pourquoi? Alors, ça dépend comment vous écrivez le pourquoi. Je dirais c'est le pourquoi en termes de sens, le pourquoi en termes de ce qui vous tient à cœur, de ce qui va être important et crucial pour vous. Puisque le changement de paradigme, c'est parce que vous vous trouvez dans un défi fort et qui va vous permettre vraiment de transformer la vision des choses, mais qui parle aussi de votre éthique, de votre cœur, de ce qui vibre en vous et de ce qui vous semble la réponse la plus alignée avec vous, ce qui vous tient le plus à cœur. Les changements de paradigme, c'est vraiment écouter dans son éthique, dans son cœur, ce qui fait sens pour vous. Et c'est comme ça qu'on arrive à un trou blanc, c'est-à-dire à vraiment aller dans ce qui est le plus fort. Les dirigeants savent très bien, et je pense que vous en êtes, vous savez très bien ce qui est le plus important pour vous, le plus crucial. Et oser avoir l'audace de poursuivre ce qui émerge pour vous, c'est certainement quelque chose que vous pouvez apporter à l'ensemble de vos collaborateurs. Il y a plein de questions qui arrivent sur le chat. Alors, je ne sais pas, Sylvie, si tu veux continuer ta présentation ou, pour qu'on prenne les questions à la fin. J'aime bien être dans l'échange. Merci. Alors, hop, je suis en train de regarder. C'est dur de choisir entre toutes vos questions. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un peut prendre la parole et en poser une, que ce soit qu'on vous fasse également participer. J'avais une question peut-être, Léopoldine. Oui, Anne. Oui, allez-y, Anne. En période post-Covid, Sylvie, vous avez fait votre introduction sur ce contexte qu'on ne peut pas ignorer en ce moment. Je me demandais si on n'a pas envie de se poser aussi la question comment faire pour que les entreprises classiques deviennent davantage solidaires et sociales. Ce ne serait pas la grande question pour tous, en fait, davantage que la question seulement pour les entreprises sociales et solidaires, pour qu'elles deviennent davantage
organisées ou structurées avec des modes de fonctionnement plus classiques? C'est le thème, mais je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se posent cette question. On voit beaucoup d'entreprises et d'ailleurs des grands groupes, je veux dire, voilà, des entreprises qui sont à des niveaux, je dirais, reconnus comme voilà, des entreprises qui sont voilà, positionnées au CAC 40, etc. Mais vous avez à l'intérieur de ces entreprises beaucoup de dirigeants, de membres et d'équipes qui cherchent à aller vers ces entreprises à mission. Simplement, le changement de paradigme ne va pas se faire dans la globalité comme ça, en claquant des doigts. Et donc, c'est l'évolution en fait de l'ensemble et de la prise de conscience. Pour moi, moi je partage en toute humilité, mais pour moi, c'est l'évolution et les changements de paradigme de la société, de ce qui se passe au niveau de la société, même dans le monde entier. On voit bien qu'aujourd'hui, je veux dire, l'ensemble de la société est capable d'investir de l'argent pour permettre en fait aux entreprises. Donc, il y a une possibilité. Et que là, le social, parce que le vital, je veux dire, la survie est l'enjeu, alors il y a des possibilités que nous montre en fait la société où il est possible de sauvegarder l'économie. Et je pense que cet événement est propice à ouvrir de nouvelles voies dans cet échange entre le but lucratif et le social. Et les jeunes générations vont aussi vers ça. Le nombre de personnes qui quittent ces entreprises pour créer des entreprises. D'ailleurs, quand on voit comment concilier but lucratif et je dirais, bénéfice social, on voit bien qu'il y a plein de jeunes générations qui créent leur propre start-up, leur propre entreprise, voilà, solidaire et sociale, et qui vont vivre avec peu de moyens, mais qui, du coup, socialement, sont dans un équilibre beaucoup plus propice à leur épanouissement, et pas simplement pour eux, mais aussi pour le but, je dirais, la vocation qu'ils se donnent. Et cet équilibre-là, c'est pour ça que je vais vous montrer, en fait, ces deux dimensions avec la définition de la vocation, c'est-à-dire quelle est la contribution que je veux apporter au monde, et que si la cohérence est forte, que si c'est centré sur fondamentalement ce que veut le dirigeant, la dirigeante, l'équipe de dirigeants, avec cette éthique-là par rapport au Covid, par rapport à ce qui se passe, alors les évolutions vont se faire. Il y a besoin de faire confiance. La nature nous a donné un message. Si nous écoutons la nature, le message va être entendu par nombre de personnes qui vont avoir envie de contribuer à cette métamorphose. En tous les cas, moi, j'ai confiance en ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand je relisais hier, en fait, le but et le thème de l'Agora, c'est comment concilier but lucratif et bénéfice social. Je vous invite, peut-être une question, j'avais appelé Muriel pour ça, et la question, c'est peut-être de dire comment concilier bénéfice lucratif et but social. Peut-être que ça peut ouvrir aussi votre questionnement dans cette agora. C'est ma manière paradoxale de regarder comment changer les questions peuvent apporter des nouvelles réponses aussi. Merci Sylvie. Comme il nous reste que 2 minutes avec toi Sylvie, est-ce que tu veux prendre une dernière question? Est-ce que tu veux peut-être finir ta présentation? Je peux bien prendre une autre question. Ce qui est important, c'est l'échange. Génial. Peut-être que Philippe Delforge, ça fait plusieurs fois que vous posez des questions sur le chat. Est-ce que vous pouvez peut-être, si vous voulez prendre la parole et poser la question en direct à Sylvie? Ouais. Alors, j'avais posé une première question mais c'était un concept de Comte-Sponville sur l'entreprise amorale, où en fait, lui, il estimait qu'il n'y avait pas de lien entre la partie sociale et la partie économique, que c'est simplement deux environnements très différents et qui n'étaient pas reliés dans les buts fondamentaux de l'entreprise. Mais ma question, c'est, on a parlé beaucoup de l'entreprise solidaire et sociale. Moi, je peux constater que, par mon expérience dans des associations, dans des entreprises solidaires et sociales, on n'a pas forcément, j'irais beaucoup dans les modes de fonctionnement, un plus par rapport à ce qu'on peut trouver dans des grands groupes. Donc j'ai un doute sur
l'entreprise qui serait solidaire et sociale par essence. Et par contre, j'ai beaucoup plus une interrogation sur comment, à titre individuel, dans le cadre de l'entreprise, on va se comporter de manière éthique, sociale, bienveillante, respect. Et pour moi, l'enjeu, il est d'abord, en tant que dirigeant, dans notre comportement individuel, plus que dans le fait de transformer l'entreprise dans ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire sa vocation, c'est de gagner de l'argent. Après, on peut le faire de manière bienveillante, mais c'est plus un comportement individuel que, je dirais, un engagement collectif. Alors, je pense que j'aime bien votre remarque parce qu'effectivement, tout ne peut pas se transformer en un jour. Et le fait que chaque personne, et pour nous, en fait, dans l'investissement, c'est que si chaque personne a son éthique, si chaque personne, en fait, amène dans les relations, dans les alliances, quelque chose qui va contribuer à créer au sein de l'organisation des prises de conscience et aussi des cultures managériales qui ouvrent, qui sont aussi ouvertes vers l'extérieur, qui sont aussi posées dans, je dirais, dans la société, alors la transformation va se faire par les hommes et les femmes de l'organisation. Vous avez tout à fait raison. Chacun est une partie du tout aussi à l'intérieur de l'entreprise et donc amène voilà, sa vitalité, son énergie et également ses compétences au service de relations fructueuses. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir… Je relisais hier les dimensions qui avaient été évoquées par Pierre Giorgini sur les tiers-lieux. En fait, plus il est possible de créer à l'intérieur, mais de créer des relations qui sont en fait, qui permettent à l'ensemble des acteurs d'un système de pouvoir contribuer ensemble, de pouvoir être dans des espaces de dialogue qui ouvrent des possibles, où il n'y a pas de jugement, mais où l'intention, c'est de pouvoir construire ensemble, permettre d'avancer. Et effectivement, l'entreprise a une vocation de créer de l'économie, de créer de la valeur ajoutée.